J'étais en route pour entendre le testament de mon fils. Quand je suis monté dans la voiture, mon voisin. Si cette histoire touche votre cœur, laissez immédiatement votre like. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez découvert quelque chose qui a tout changé sur quelqu'un que vous aimiez? Votre expérience peut aider d'autres qui vivent la même chose. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 67 ans et j'ai vécu toute ma vie à Lyon, travaillant comme mécanicien dans le même garage du quartier de la Croix-Rousse pendant 43 ans. Mes mains, calleuses et tachées d'huile même après la retraite, ont construit une vie pierre par pierre, euro par euro, rêvant toujours de donner à mon fils unique, Pierre, tout ce que je n'ai jamais eu. Il était ma lumière, ma fierté, la raison pour laquelle je me levais à 5 heures du matin chaque jour, avec des os douloureux mais un cœur plein d'espoir. Le garage où j'ai travaillé, Garage Mercier, se trouvait dans une rue étroite près des pentes de la Croix-Rousse, où l'odeur d'huile moteur se mélangeait avec l'arôme des bouchons lyonnais traditionnels. C'était un endroit honnête, où nous réparions tout, des vieilles Citroën 2CV aux BMW les plus modernes des riches de Presqu'île. Mon patron, M. Mercier, était un homme juste qui me permettait de faire des heures supplémentaires chaque fois que j'avais besoin d'argent supplémentaire pour Pierre. Le bâtiment était ancien, construit en pierre dorée typique de Lyon, avec de grandes portes en bois qui s'ouvraient sur la rue pavée. L'atelier sentait toujours le métal, l'huile et la sueur honnête du travail. C'était là que j'avais passé la majeure partie de ma vie adulte, sous les néons blancs, les mains dans les moteurs, gagnant chaque euro à la force du poignet. Pierre a étudié l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, moi qui ai payé chaque semestre avec des heures supplémentaires, des week-ends travaillés et des vacances annulées que nous n'avons jamais prises. Je me souviens de compter les pièces sur la table de la cuisine tous les soirs, calculant si j'arriverais à payer les frais de scolarité de 3 870 € par semestre. Notre appartement dans la rue des Tables Claudiennes était modeste, 3 pièces au 4e étage d'un immeuble du 19e siècle, mais c'était notre foyer. Ma femme Marguerite, que j'avais rencontrée à une fête de la Fête des Lumières, était une femme forte issue d'une famille d'ouvriers de la soie. Elle est morte trop jeune d'un cancer du sein, quand Pierre n'avait que 15 ans et venait de passer son brevet. Je me souviens encore de ses derniers mots à l'hôpital Édouard Herriot: « Henri, promets-moi que Pierre étudiera. Ne le laisse pas finir dans un garage comme toi. Il a de plus grands rêves. » Ses yeux bleus, déjà marqués par la maladie, me regardaient avec une telle intensité que je n'ai pu que hocher la tête. Le voir recevoir son diplôme a été le jour le plus heureux de ma vie. La cérémonie avait lieu dans l'amphithéâtre de l'école, une belle salle avec de hautes fenêtres et des lustres. J'étais là au premier rang, dans mon seul bon costume, un 3 pièces bleu marine que j'avais acheté pour le mariage il y a 40 ans, devenu un peu serré mais encore digne. Quand ils ont appelé Pierre-Henri Dubois et qu'il est monté sur scène avec son sourire rayonnant pour recevoir son diplôme, j'ai senti l'esprit de Marguerite à côté de moi. Les larmes coulaient sur mon visage, et j'étais certain que toutes ces années de dur labeur en avaient valu la peine. Encore plus heureux, je l'ai été quand il a ouvert son propre cabinet dans le centre de Lyon, sur l'élégante rue de la République, spécialisé dans la restauration de bâtiments historiques. Le bureau se trouvait au 4e étage d'un magnifique immeuble haussmannien, à quelques minutes à pied de la place Bellecour. Pierre avait développé un goût particulier pour l'architecture lyonnaise, les traboules de la Presqu'île, les élégantes demeures de la Croix-Rousse, les anciens quartiers ouvriers de la Guillotière. Le bureau était petit mais élégamment aménagé, une grande table à dessin en hêtre clair, des étagères modernes remplies de livres d'architecture et des plantes vertes ficus et philodendrons qui donnaient vie à l'espace. Au mur étaient accrochées des photos encadrées de ses projets les plus importants: la restauration d'une maison de la Renaissance dans le Vieux-Lyon, la conversion d'une ancienne usine textile à Villeurbanne en loft, la rénovation délicate d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle à Presqu'île. « Papa » me disait-il toujours quand je lui rendais visite dans son bureau et qu'il me montrait fièrement les derniers plans sur son ordinateur, « un jour je construirai quelque chose qui restera pour toujours, comme tu l'as fait avec moi. Lyon a besoin de gens qui préservent son histoire. » Ces paroles me remplissaient d'une fierté plus profonde que tout ce que j'avais jamais ressenti dans ma vie. Pierre a épousé Camille Rousseau, une femme merveilleuse de Grenoble qui travaillait comme institutrice dans une école primaire de Lyon 3e. Je me souviens encore de leur première rencontre lors d'un festival d'été au parc de la Tête d'Or.
Camille était petite et gracieuse, avec des boucles châtain clair et une joie de vivre contagieuse. Elle enseignait à l'école élémentaire de la rue Garibaldi, où elle était particulièrement connue pour ses méthodes créatives d'enseignement du français. Les enfants adoraient ses heures de conte, où elle utilisait différentes voix pour les personnages. Camille était comme la fille que Marguerite et moi n'avions jamais eue. Elle m'invitait régulièrement aux déjeuners dominicaux dans leur confortable appartement de 2 pièces rue Mercière. L'appartement était lumineux et amicalement meublé, avec des meubles artisanaux chinés aux puces et des bibliothèques jusqu'au plafond. Camille cuisinait le meilleur coq au vin aux petits oignons que j'ai jamais goûté, une recette qu'elle avait héritée de sa grand-mère de Bourgogne. Après le repas, nous nous asseyions souvent sur le petit balcon, buvions du café et parlions des projets de Pierre ou des histoires de l'école de Camille. Camille est morte il y a 3 ans d'un cancer du pancréas particulièrement agressif. Le diagnostic est tombé comme un coup de tonnerre, elle n'avait que 31 ans et semblait en parfaite santé. En seulement 4 mois, elle est passée d'une personne vivante et énergique à une ombre fragile d'elle-même. Pierre a passé chaque moment libre à son chevet à l'hôpital Lyon-Sud, tenant sa main et lui lisant ses livres préférés. J'ai vu mon fils fort et accompli devenir un homme brisé qui luttait pour l'amour de sa vie et l'a perdu. Les funérailles ont eu lieu par un jour d'octobre gris au cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon. Pierre se tenait près de la tombe comme pétrifié, dans un costume noir qui semblait trop grand pour lui. Il parlait à peine, mangeait peu et se noyait complètement dans le travail. Je m'inquiétais beaucoup pour lui, mais lentement il semblait se remettre. Il a même mentionné qu'il était peut-être prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce que je ne savais pas, c'est que la sœur de Camille, Isabelle, avait déjà sorti ses griffes. Il y a 3 mois, un appel téléphonique a tout changé pour toujours. C'était un mardi pluvieux de juin, et j'étais chez moi en train de préparer mon petit déjeuner habituel, toujours 3 tranches de pain complet grillé avec de la confiture d'abricot maison, que Madame Reynaud vendait dans sa petite boulangerie au coin de la rue Burdeau. Avec ça, je buvais du café fort avec un morceau de sucre de canne, exactement comme mon père me l'avait appris. Le téléphone a sonné à 7h15 du matin, une heure inhabituelle pour les appels. Le son a déchiré le silence matinal de mon petit appartement. J'ai su immédiatement que quelque chose de terrible était arrivé. Personne n'appelle à cette heure sauf en cas d'urgence. C'était de l'hôpital Lyon-Sud. La voix de l'infirmière était professionnellement formée, mais je pouvais entendre la tension derrière. « Monsieur Dubois, il y a eu un accident de la route très grave sur l'autoroute A6 près de Mâcon. Votre fils Pierre était dans l'un des véhicules impliqués. Il a été transporté chez nous dans un état critique. Vous devriez venir immédiatement. » Le reste de la conversation s'est perdu dans un bourdonnement assourdissant. Pierre revenait d'un projet important à Dijon, la restauration d'un ensemble de maisons à colombage du XVe siècle. C'était un projet de prestige qui devait donner à son cabinet une plus grande notoriété. État critique. Danger de mort. Venez immédiatement. J'ai couru à l'hôpital, encore en pyjama et pantoufles, avec seulement ma vieille veste de cuir sur les épaules. Les rues de Lyon à l'aube semblaient teintées de gris. Même les façades en pierre dorée des immeubles typiques lyonnais paraissaient sans couleur. La ville si familière me semblait étrangère et hostile. À l'hôpital, cet énorme complexe de bâtiments blancs et de couloirs sans fin, j'ai d'abord erré, désorienté. L'odeur de désinfectant et l'atmosphère stérile accentuaient ma nausée. Finalement, j'ai trouvé le service de réanimation, où j'ai attendu des heures dans une salle d'attente avec des chaises en plastique bleu et des magazines jaunis. D'autres familles attendaient aussi, toutes avec le même mélange d'espoir et de désespoir sur leur visage. Le docteur Lemaire, un jeune homme aux yeux fatigués, m'a finalement donné la nouvelle qui a changé ma vie pour toujours. « Monsieur Dubois, je suis désolé. Nous avons tout essayé, mais les blessures étaient trop graves. Votre fils est décédé il y a 1 heure. Pierre n'a pas survécu. Mon fils unique, ma fierté, ma raison d'exister était parti à 34 ans, laissant un vide qui se sentait comme un trou noir dans ma poitrine. La douleur était si intense et envahissante que je ne pouvais littéralement plus respirer. C'était comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur et n'avait laissé qu'une douleur lancinante et brûlante. Les jours suivants sont passés comme dans un brouillard.
Je me souviens à peine des formalités: récupérer ses effets personnels, parler avec la police, organiser les funérailles. Tout semblait irréel, comme si j'observais la vie de quelqu'un d'autre. Pendant les funérailles à l'église Saint-Nizier, une des plus belles églises de Lyon avec ses tours gothiques et ses vitraux colorés, j'ai observé les gens à travers un voile de chagrin. L'église était pleine à craquer. Pierre était aimé et respecté par beaucoup. Tout le monde était là, ses collègues d'études de l'Ansalle, des clients dont il avait sauvé les projets, des amis d'enfance de la Croix-Rousse, même son ancienne institutrice, Madame Durand, une petite dame alerte de plus de 80 ans. Mais il y avait des visages que je ne connaissais pas, des gens qui semblaient en savoir plus sur la vie de mon fils que moi. Il y avait par exemple un homme élégant d'âge moyen dans un manteau coûteux, qui s'est présenté comme promoteur immobilier de Paris et a prétendu avoir été étroitement lié aux affaires de Pierre. Une femme blonde en vêtements de créateur, qui s'est présentée comme architecte d'intérieur et amie proche, bien que Pierre ne m'ait jamais parlé d'elle. Particulièrement frappant était le comportement de ma belle-sœur Isabelle. La sœur de Camille était 2 ans plus âgée que sa sœur décédée et travaillait comme employée de banque au Crédit Lyonnais. Elle avait toujours été différente de Camille, plus ambitieuse, plus matérialiste, moins chaleureuse. Alors que Camille s'intéressait aux autres, Isabelle semblait principalement intéressée par le statut et l'argent. Ce jour-là, Isabelle se comportait très étrangement. Au lieu de s'asseoir avec moi, le père en deuil, elle s'est positionnée au premier rang à côté du cercueil, comme si elle était la principale endeuillée. Elle portait un nouveau tailleur noir qui avait clairement coûté cher, probablement Chanel ou un autre créateur. Ses lunettes de soleil étaient une coûteuse paire de Dior, et son sac à main venait manifestement de chez Louis Vuitton. Pour une employée de banque, elle vivait très luxueusement. Encore plus troublant était la façon dont elle recevait les condoléances. Elle embrassait les gens comme si elle était la veuve, parlait de Pierre comme de « mon cher Pierre » et laissait entendre qu'elle lui avait été très proche. Plusieurs fois, je l'ai entendu dire aux personnes en deuil, Pierre et moi avions une relation très spéciale. Il me confiait tout. Mon frère Marcel et sa femme Sylvie se comportaient aussi bizarrement. Marcel avait toujours été le plus ambitieux de nous deux. 2 ans plus jeune que moi, il avait fait une carrière réussie comme directeur régional d'une grande compagnie d'assurance. Il habitait un grand appartement à Lyon 6e, conduisait une nouvelle Audi A6 et passait ses vacances en Italie ou en Espagne. Pendant que j'avais travaillé toute ma vie avec mes mains, Marcel avait réussi à monter dans la bourgeoisie lyonnaise. Normalement, Marcel était fier de son ascension sociale et ne ratait jamais une occasion de parler de ses succès. Mais ce jour-là, lui et Sylvie semblaient nerveux et distraits. J'ai vu Marcel regarder furtivement son téléphone plusieurs fois et avoir des conversations chuchotées avec Isabelle. Sylvie, normalement une femme bavarde, était inhabituellement silencieuse et semblait tendue. Après la cérémonie, ils sont venus me présenter leurs condoléances, mais leurs mots sonnaient étrangement creux et superficiels. Marcel m'a embrassé raidement et a dit « Henri, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le nous savoir. » La famille doit se serrer les coudes. Mais son regard était froid et calculateur, pas le regard chaleureux et compatissant d'un frère en deuil. L'avocat, qui s'est présenté comme maître Fontaine, est apparu vers la fin des funérailles. C'était un homme imposant d'environ 50 ans, mesurant plus d'1,80 m, avec une posture qui respirait l'autorité. Ses cheveux gris argentés étaient parfaitement coiffés, sa peau avait le hâle sain d'un homme qui prend régulièrement des vacances dans des stations coûteuses. Sa Rolex en or et ses chaussures italiennes en cuir révélaient qu'il était très aisé. Il s'approcha avec l'assurance d'un homme habitué à être respecté et pris au sérieux. « Mes sincères condoléances, Monsieur Dubois, dit-il en serrant ma main d'une poigne ferme et contrôlée. Pierre n'était pas seulement mon client, mais aussi un jeune homme que j'appréciais beaucoup. Une perte tragique pour nous tous. » Sa voix avait le ton cultivé d'un homme qui avait étudié dans les meilleures universités et fréquentait les cercles les plus raffinés. Il parlait français sans aucun accent régional, ce qui était inhabituel à Lyon, où la plupart des gens ont une légère pointe du terroir. Pierre a très soigneusement organisé ses affaires juridiques dans les dernières semaines avant sa mort, m'expliqua-t-il avec un mélange de distance professionnelle et de participation personnelle. Il était très préoccupé par votre bien-être et a pris des dispositions détaillées pour s'assurer que vous soyez bien pris en charge.
Il m'informa que l'ouverture officielle du testament aurait lieu dans son étude au prestigieux quai Saint-Antoine, une semaine après les funérailles. Tout est en parfait ordre, Monsieur Dubois, m'assura-t-il avec un sourire rassurant. Pierre était un jeune homme exceptionnellement organisé et prévoyant. Il a vraiment pensé à tout. Mais quelque chose chez cet homme me dérangeait, bien que je ne puisse pas dire exactement quoi. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux ne correspondaient pas à son sourire, ou comme il essayait un peu trop fort de paraître digne de confiance. Il y avait une froideur derrière sa façade professionnelle qui me mettait mal à l'aise. Pendant cette semaine de deuil, j'ai essayé non seulement de traiter la perte inconcevable de mon fils, mais j'ai aussi remarqué les changements étranges dans le comportement des gens autour de moi. C'était comme si la mort de Pierre avait déclenché une sorte de réaction en chaîne qui révélait des côtés cachés de personnes que j'avais cru connaître toute ma vie. Isabelle a commencé à me rendre visite quotidiennement, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle venait toujours à l'heure des repas et apportait des plats élaborés gigots d'agneau au flageolet, bœuf bourguignon, même du homard que je ne pourrais normalement jamais me permettre. Elle insistait pour réchauffer les repas pour moi et rester pendant que je mangeais. « Henri, tu ne peux pas rester seul dans ce moment difficile, » répétait-elle comme un mantra. « Pierre aurait voulu que quelqu'un prenne soin de toi. Tu as l'air si maigre, si faible. Tu dois mieux t'occuper de toi. » Mais ces conversations dérivaient toujours vers des questions sur la situation financière de Pierre. Elle voulait savoir s'il avait des assurances-vie, s'il possédait de l'immobilier, s'il avait fait des investissements. « Il est important que nous sachions ce qu'il a laissé, » argumentait-elle. « Tu ne comprends pas ces choses financières compliquées. Tu es un travailleur simple et honnête. Ces affaires ne sont pas pour toi. » Ces questions sur mes propres finances devenaient de plus en plus directes. Elle voulait savoir combien de retraites je touchais, si j'avais des économies, si l'appartement m'appartenait ou si je payais un loyer. « C'est seulement parce que je m'inquiète pour toi, » m'assurait-elle. « Tu vieillis, Henri. Parfois tu oublies des choses. La semaine dernière, tu as oublié d'éteindre la cuisinière. Et l'autre jour, tu étais confus sur quel jour c'était. Ce n'était pas vrai. Je n'avais jamais laissé la cuisinière allumée, et j'étais toujours très bien orienté. » Mais Isabelle insistait, et lentement j'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être n'étais-je vraiment plus aussi net que je le pensais. Marcel aussi est devenu inhabituel attentionné. Lui qui ne m'avait contacté que pour Noël et les anniversaires ces dernières années, appelait maintenant plusieurs fois par jour. Les conversations commençaient toujours par des questions sur mon bien-être, mais comme avec Isabelle, elles dérivaient rapidement vers des sujets troublants. « Henri, penses-tu à l'avenir » demandait-il avec une inquiétude feinte. « Tu ne rajeunis pas, et après la mort de Pierre, eh bien, tu n'as plus personne pour s'occuper de toi. Peut-être devrais-tu penser à déménager dans une résidence pour seniors. Un endroit où des gens formés peuvent veiller sur toi. » Il mentionnait aussi mes prétendus problèmes de mémoire. « Isabelle m'a dit que tu semblais un peu confus ces derniers temps. C'est tout à fait normal à ton âge, surtout après un tel traumatisme. Mais cela signifie que tu pourrais avoir besoin d'un soutien professionnel. » Marcel suggérait que je prenne rendez-vous avec un spécialiste en gériatrie. Juste par sécurité, insistait-il. S'il y a des signes précoces de démence, il vaut mieux les détecter tôt. Il y a des médicaments qui peuvent t'aider. Ces conversations me troublaient et m'inquiétaient profondément. Étais-je vraiment aussi confus qu'il le prétendait? Avais-je oublié des choses sans m'en rendre compte? La perte de Pierre m'avait tellement affecté émotionnellement que je doutais de tout, y compris de mes propres capacités mentales. Ce matin de septembre, avec le brouillard typique de Lyon qui s'élevait de la Saône et du Rhône et enveloppait la ville comme un voile gris, je me suis préparé à aller chez l'avocat. Le brouillard était si dense que je pouvais à peine voir la silhouette de la basilique de Fourvière, normalement bien visible depuis ma fenêtre de cuisine. J'ai bu mon café plus fort que d'habitude, 3 cuillerées bombées du café torréfié lyonnais de la maison Guinet, que j'achète depuis des années aux Halles de Lyon. Je devais rester vigilant et concentré malgré l'épuisement émotionnel qui me pesait comme du plomb dans les membres depuis des semaines. Aujourd'hui, j'allais apprendre ce que Pierre m'avait laissé, et je voulais garder chaque moment clairement en mémoire. J'ai mis mon meilleur costume, le 3 pièces bleu marine que j'avais porté pour le mariage et la remise de diplôme de Pierre.
Il sentait encore faiblement la lavande que Marguerite mettait toujours dans l'armoire. Ces petits souvenirs d'elle et de temps plus heureux me transperçaient comme des aiguilles. J'ai pris les clés de ma Citroën C3 bleue, garée devant la maison rue des Tables Claudiennes. Cette voiture était le dernier cadeau que Pierre m'avait fait ou plutôt, pour l'achat duquel il m'avait aidé. C'était une C3 d'occasion de 2019, mais pour moi c'était du luxe. Pierre avait insisté, « Papa, ta vieille mobilette n'est plus sûre. Lyon a trop de circulation maintenant. Tu as besoin de quelque chose avec 4 roues et des airbags. » La voiture était dans la rue, humide du brouillard nocturne. Sur le pare-brise s'étaient rassemblées de petites gouttelettes d'eau qui brisaient la lumière matinale et jetaient de petits arcs-en-ciel. Je me suis assis au siège conducteur, j'ai ajusté le rétroviseur, une habitude de plus de 40 ans de conduite, et j'ai mis la clé de contact. Mais mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à tourner la clé. Ce n'était pas seulement le froid du matin de septembre ou l'humidité qui montait des fleuves. C'était la réalisation de ce que cette journée signifiait, l'étape finale et irrévocable vers un avenir sans Pierre. C'est alors que j'ai entendu un petit coup ferme mais déterminé sur la vitre conducteur. C'était M. Auguste, mon voisin depuis plus de 20 ans. Auguste était un homme de 75 ans, ancien facteur qui avait porté des lettres et des colis dans les rues de Lyon toute sa vie professionnelle. Il était un Lyonnais pur souche, laconique mais fiable, sceptique mais juste. Auguste habitait dans la même rue, seulement 3 maisons plus loin, dans un appartement d'après-guerre similaire au mien. Sa femme Germaine était morte il y a 10 ans, et depuis il vivait seul avec ses souvenirs et son petit jardin derrière la maison, où il cultivait des tomates et des pommes de terre. C'était le genre de voisin qu'on souhaite toujours serviable, mais jamais importun. Pierre connaissait Auguste depuis son enfance. Quand il était petit garçon, Pierre grimpait souvent dans le jardin d'Auguste pour chaparder les cerises mûres de son arbre. Auguste ne grondait jamais, mais apprenait plutôt à Pierre comment cueillir les fruits correctement, sans abîmer les branches. Au fil des années, Auguste était devenu une sorte de grand-père de substitution pour Pierre, qui n'avait jamais connu ses vrais grands-parents. Son visage était grave, plus grave que je ne l'avais jamais vu en 2 décennies de voisinage. Auguste était normalement un homme calme mais content. Il avait la sérénité d'une personne qui avait vécu une longue vie laborieuse et était en paix avec lui-même. Mais ce matin-là, ses yeux bleus profondément enfoncés étaient troublés par une vraie inquiétude. « Henri, dit-il, sa voix rugueuse par des décennies de tabagisme, mais pleine d'une urgence que je n'avais jamais entendue chez lui, tu dois savoir quelque chose. Pierre est venu me voir 3 semaines avant sa mort. » J'ai baissé complètement la vitre, mon cœur a commencé à s'emballer. Les bruits matinaux de Lyon, le lointain hurlement des sirènes de bateaux sur le Rhône, le grondement du premier tramway, les cris des mouettes sont soudain disparus. Il n'y avait qu'Auguste, moi et ces mots qui allaient tout changer. « Que veux-tu dire, Auguste ?» Ma voix sonnait étrangère à mes propres oreilles. Auguste a regardé prudemment la rue, comme s'il vérifiait si quelqu'un pouvait nous observer. Il était haut le matin, et la plupart des voisins n'étaient pas encore levés ou étaient déjà partis au travail. La rue était vide sauf un vieil homme qui promenait son caniche. Il est venu me voir un soir fin août, raconta Auguste, s'approchant de la fenêtre. Il avait l'air troublé. Tendu. Pas comme le Pierre détendu que nous connaissions tous les deux. Auguste fit une pause, comme s'il cherchait les bons mots. Il m'a donné une grosse enveloppe scellée et a dit, « Auguste, s'il m'arrive quelque chose et je veux dire vraiment quelque chose de grave, alors donne ça à Henri. » Mais seulement alors. Le monde autour de moi semblait s'arrêter. « Auguste, de quoi parles-tu » Le vieil homme disparut un moment dans sa maison et revint avec une grande enveloppe jaune. Elle était scellée avec plusieurs couches de scotch transparent, et mon nom était écrit dessus dans la calligraphie précise d'architecte Pierre, cette écriture claire et géométrique qu'il avait perfectionnée à l'université. Il m'a dit qu'il y avait des choses que tu devais savoir, au cas où il lui arriverait quelque chose. Il avait l'air. Auguste chercha des mots, comme s'il avait peur. Pas d'un accident, Henri. De personne. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages de texte écrits à la main, une clé USB noire, une deuxième enveloppe plus petite et une clé dorée que je ne reconnaissais pas. La lettre était soigneusement datée,
Lyon, 29 août 2023, exactement 3 semaines avant l'accident. Les premières lignes m'ont glacé le sang. Mon cher papa, si tu lis ces lignes, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées. Il y a des choses sur notre famille, des gens à qui nous avons fait confiance qui ne sont pas ce qu'ils semblent. J'ai passé des mois à découvrir la vérité, et ce que j'ai découvert va te choquer. Mes mains tremblaient tellement que les lettres se brouillaient devant mes yeux. Auguste remarqua mon état et proposa: « Dois-je continuer à lire, Henri? » « Non, chuchotai-je. Je dois le faire moi-même. » Pierre continuait: « Isabelle et Marcel m'ont manipulé pendant des mois et ont essayé de me monter contre toi. Ils ont développé un plan sophistiqué pour s'approprier aussi bien mon patrimoine que le tien. Ils racontent à tout le monde que tu deviens sénile, que tu ne peux plus t'occuper de toi-même. » Les mots me frappaient comme des coups. Des gens que je considérais comme ma famille, que je connaissais et aimais depuis des années, avaient conspiré contre moi. Papa, ils ont une liaison, Isabelle et Marcel. Depuis plus d'1 an. Mais il ne s'agit pas seulement de sexe ou de romance. Il s'agit d'argent. Beaucoup d'argent. L'écriture de Pierre devint plus hâtive à cet endroit, comme s'il avait été sous pression temporelle. Ils ont déjà tenté une escroquerie similaire avec l'oncle décédé d'Isabelle à Marseille. J'ai travaillé avec un détective privé pour tout documenter. Auguste attendait patiemment pendant que je traitais ces révélations choquantes. En tant qu'ancien facteur, il était habitué à apporter des nouvelles importantes et parfois bouleversantes. Il comprenait la gravité du moment. Pierre expliquait comment il était devenu méfiant quand Isabelle avait commencé à visiter inhabituellement souvent son bureau. Au début, je pensais qu'elle pleurait encore Camille et cherchait du réconfort. Mais ces questions devenaient de plus en plus spécifiques sur mes affaires, mes investissements, ta situation financière. La lettre révélait que Pierre avait engagé un détective privé nommé Robert Leroy, un ancien policier lyonnais spécialisé dans la fraude familiale. Leroy a observé Isabelle et Marcel pendant des semaines. Les photos et enregistrements audio qu'il a rassemblés sont accablants. Sur la clé USB, expliquait Pierre, se trouvaient toutes les preuves, conversations enregistrées en secret où Isabelle et Marcel discutaient leurs plans dans les moindres détails, faux documents qu'ils avaient préparés, relevés bancaires montrant des transferts d'argent suspects, et enregistrements vidéo de caméras cachées. Je sais qu'ils prévoient de m'éliminer, papa. Pas nécessairement de me tuer quoique je ne sois pas sûr avec Isabelle, mais définitivement de me neutraliser. Ils veulent me discréditer, peut-être prétendre que je suis psychiquement instable ou que je prends de la drogue. Pierre décrivait comment ils avaient systématiquement semé des doutes sur sa santé mentale. Marcel avait dit à d'autres membres de la famille que Pierre n'était plus le même depuis la mort de Camille, qu'il était devenu paranoïaque et obsessionnel. Isabelle avait inventé des histoires sur le comportement prétendument irrationnel de Pierre. L'avocat qui va se présenter à toi comme maître Fontaine est un escroc nommé François Moreau. Le vrai maître Fontaine est en voyage en Italie chez sa fille depuis 2 mois. Moreau est un ancien avocat qui a perdu sa licence. Il travaille avec Isabelle et Marcel. La clé dorée, expliquait Pierre, appartenait à un coffre-fort à la Banque de France sur la place Bellecour. Là tu trouveras le vrai testament, toutes les preuves originales et des instructions détaillées. J'ai aussi envoyé des copies à 3 avocats de confiance différents, avec instruction de les ouvrir s'il m'arrive quelque chose. La lettre de Pierre se terminait par un mélange d'amour et de désespoir. Papa, je sais que tout cela doit sonner comme de la folie. Je sais combien tu fais confiance à Isabelle et Marcel. Mais s'il te plaît, crois-moi. J'ai passé des mois à enquêter là-dessus. Les preuves sont irréfutables. Ils sont dangereux, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas tout ce que nous possédons. Si on te lit ceci, cela signifie probablement qu'ils ont gagné au moins temporairement. Mais avec les preuves que j'ai rassemblées, tu peux riposter. Ne le fais pas seulement pour moi. Fais-le pour tous les autres qu'ils pourraient escroquer à l'avenir. Je t'aime, papa. Tu as été le meilleur père qu'un fils puisse souhaiter. Ne les laisse pas détruire ce que nous avons construit ensemble. Auguste avait attendu patiemment pendant que je lisais cette lettre bouleversante. Maintenant il posa sa main sur mon épaule, un geste à la fois réconfortant et fortifiant. « Henri, dit-il de sa voix calme mais déterminée,
Pierre m'a demandé d'aller avec toi à la banque et puis chez ce faux avocat. Il a dit que tu aurais besoin d'un témoin, quelqu'un qui peut confirmer qu'il était en pleine possession de ses moyens quand il a organisé tout cela. À ce moment, j'ai senti une transformation profonde s'opérer en moi. La douleur paralysante de la perte était encore là, serait probablement toujours là. Mais maintenant elle était accompagnée par autre chose, une colère froide et contrôlée et une détermination de faire. Mon fils avait su qu'il était en danger. Il avait passé ces dernières semaines à me protéger, même en sachant que cela pourrait lui coûter la vie. Et maintenant il m'appartenait de terminer son travail. Auguste, dis-je, ma voix pour la première fois depuis des semaines de nouveau ferme et résolue, alors allons à la banque. Il est temps que ces criminels obtiennent la justice qu'ils méritent. Quand nous nous sommes dirigés vers la Banque de France, à travers les rues brumeuses de Lyon qui s'éveillaient lentement, je savais que cette journée allait tout changer. Pierre ne m'avait pas seulement laissé un héritage, il m'avait donné la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous libérerait tous les deux. D'abord, nous sommes allés à la Banque de France au cœur de Lyon. Le bâtiment, situé sur la majestueuse place Bellecour, était une construction imposante qui inspirait confiance et tradition. L'employé, Madame Moreau, m'a reconnu immédiatement. Pierre me l'avait présenté il y a 3 ans quand il avait ouvert le compte commercial du cabinet. Monsieur Dubois, dit-elle avec de sincères condoléances, je suis désolé pour la perte de Pierre. C'était un jeune homme spécial, toujours très attentionné et organisé. Dans le coffre se trouvaient non seulement les documents originaux, mais aussi une tablette avec des dizaines de vidéos que Pierre avait enregistrées, expliquant chaque découverte en détail, ses soupçons, ses enquêtes, et surtout ses instructions spécifiques pour moi. Dans la première vidéo, enregistrée dans son bureau une semaine avant l'accident, mon fils apparaissait assis à son bureau, encore l'homme vibrant et intelligent que je connaissais. « Papa, si tu regardes ceci, cela signifie qu'ils ont réussi à m'arrêter. Mais ils n'arrêteront pas la vérité. Tout ce que tu as à faire est de suivre exactement les instructions que j'ai laissées. » Il avait engagé Robert Leroy, le détective privé, qui avait tout documenté pendant 2 mois, photos d'Isabelle et Marcel ensemble dans des hôtels chers du centre de Lyon, enregistrements de conversations téléphoniques où ils planifiaient de falsifier des documents, preuve que le faux maître Fontaine avait falsifié d'autres testaments dans le passé pour le même stratagème. Dans la deuxième vidéo, Pierre montrait des documents bancaires qui prouvaient qu'Isabelle avait essayé d'accéder à ses comptes en utilisant une procuration falsifiée. Elle pensait que j'étais un idiot, dit mon fils avec ce sourire en coin que je connaissais si bien depuis son enfance. Mais depuis la mort de Camille, je me méfiais de ses motivations. Isabelle avait complètement changé, était devenue différente, posait toujours des questions sur l'argent, les investissements, mes projets. La révélation la plus choquante était dans la 3e vidéo. Pierre avait installé des caméras cachées et avait enregistré Isabelle et Marcel planifiant chaque détail du stratagème. La qualité de l'image était parfaite, l'audio était cristallin, et il n'y avait aucun doute sur leurs identités ou intentions. Quand le vieux Henri mourra, disait Marcel dans l'enregistrement, confortablement assis sur le canapé en cuir de l'appartement d'Isabelle, nous aurons tout. Son appartement dans la Croix-Rousse vaut au moins 300 000 €, il doit avoir des économies substantielles mises de côté, et si nous pouvons prouver qu'il était sénile avant de mourir, nous pouvons contester n'importe quel testament qu'il aurait fait laissant quelque chose à d'autres personnes. Isabelle, portant un peignoir de soie rouge, répondait en servant du vin, Pierre est le seul vrai obstacle. Il est très attaché à son père, très protecteur. Il n'acceptera pas facilement de mettre Henri dans une maison de retraite. Nous devons l'éloigner d'abord, lui faire croire que le père est vraiment malade, qu'il représente un danger pour lui-même. C'était écœurant d'entendre des gens que je considérais comme ma famille parler de ma vie et de ma mort comme s'il s'agissait seulement d'une opportunité d'affaires, d'une transaction financière à exécuter. Mais il y avait encore des révélations plus dévastatrices. Pierre avait découvert qu'Isabelle et Marcel avaient déjà tenté le même coup auparavant, avec un riche oncle d'Isabelle à Marseille, qui était mort dans des circonstances suspectes après avoir modifié son testament en sa faveur. L'enquête sur cette mort avait été superficielle, mais Pierre avait trouvé des preuves que l'homme avait été systématiquement isolé d'autres membres de la famille et persuadé de signer des documents qu'il ne comprenait pas complètement. Auguste et moi avons passé toute la matinée à la banque, copiant méticuleusement tous les documents, téléchargeant toutes les vidéos sur plusieurs clés USB,
organisant les preuves selon les instructions détaillées que Pierre avait laissées. Mon fils avait pensé à tout, des copies des preuves avaient été automatiquement envoyées à 3 avocats différents à Lyon, y compris l'associé du vrai maître Fontaine, qui avait été informé de toute la situation. Quand nous sommes finalement arrivés à la prétendue étude notariale sur le quai Saint-Antoine, mon cœur battait comme un tambour de guerre. Le bâtiment était élégant et imposant, typique du centre historique de Lyon, avec de hautes fenêtres ornées et une façade en pierre qui inspirait sérieux et tradition. Mais je savais qu'à l'intérieur de ces murs historiques se déroulait une farce moderne. La salle de réunion était spacieuse et sophistiquée, avec une table en bois sombre poli, des chaises en cuir rouge bordeaux, et des tableaux de paysages français aux murs. Des étagères pleines de codes juridiques et de livres de droit donnaient à l'environnement une atmosphère d'autorité et de connaissance. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais été complètement trompé par la mise en scène. Isabelle était déjà là quand nous sommes arrivés, habillée de noir de la tête aux pieds, jouant la veuve en deuil. Sa robe était clairement chère, probablement Chanel ou Saint-Laurent, et elle portait un collier de perles que je n'avais jamais vu auparavant. Ses yeux étaient rouges, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vraies larmes. Marcel et Sylvie étaient assis à côté d'elle, tous avec des expressions appropriées sérieuses mais arrivant à peine à cacher l'anxiété qui irradiait de leurs mouvements nerveux. Marcel portait un nouveau costume, Sylvie avait un sac à main en cuir coûteux, et les deux semblaient s'être habillés pour une célébration plutôt que pour une cérémonie solennelle. Le faux maître Fontaine était exactement comme Pierre l'avait décrit, un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris parfaitement peignés, lunettes de marque chère, costume bien coupé qui coûtait certainement plus que beaucoup de voitures. Il avait même l'accent cultivé typique des avocats lyonnais établis, et sa performance était presque convaincante. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ouvrant un dossier en cuir et ajustant ses lunettes, nous sommes ici pour la lecture du testament de Pierre-Henri Dubois. C'est un moment très difficile pour nous tous qui aimions ce jeune homme exceptionnel. » Isabelle sanglota dramatiquement, prenant un mouchoir en soie de son sac. Pierre était comme un frère pour moi. Après la mort de ma sœur Camille, il était tout ce qui me restait de la famille. Nous étions très, très proches. Je suis resté silencieux, observant chaque mouvement, chaque expression, chaque geste théâtral. Auguste était à mes côtés, tendu mais contrôlé, avec le dossier contenant toutes les preuves dans ses mains, attendant mon signal. L'imposteur ouvrit un dossier élaboré et commença à lire d'une voix solennelle et dramatique, moi, Pierre-Henri Dubois, architecte, résidant à Lyon, en pleine possession de mes facultés mentales et sans aucune contrainte, fais ce testament qui est le dernier. Je lègue tous mes biens, propriétés, comptes bancaires et investissements à Isabelle Rousseau, qui a été ma compagne, confidente et soutien émotionnel dans les dernières années depuis la mort de ma bien-aimée épouse. C'était exactement comme Pierre l'avait prédit. Le faux testament était élaboré et convaincant, laissait tout à Isabelle avec des justifications émotionnelles détaillées et incluait une clause spécifique prétendant que j'étais dans un état de sénilité précoce et de détérioration mentale, donc incapable de gérer un héritage significatif, nécessitant des soins spécialisés. Isabelle commença à pleurer plus intensément, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de triomphe mal dissimulées. Marcel me mit la main sur l'épaule dans un geste qui devait sembler consolateur mais qui me donna des frissons. « Henri, dit-il, je sais que c'est difficile à accepter, mais Pierre s'inquiétait pour ta santé mentale. Il m'a dit plusieurs fois que tu devenais confus, oubliais des choses. C'est à ce moment que je me suis levé. J'ai sorti de la serviette qu'Auguste portait la tablette que Pierre avait laissée et l'ai posée sur la table. Avant de continuer, dis-je, ma voix calme mais ferme, je pense que vous devriez tous regarder quelque chose que mon fils a préparé spécialement pour cette occasion. Le faux avocat pâlit immédiatement. Monsieur Dubois, ce n'est pas le bon moment pour... Oh, c'est exactement le bon moment, l'interrompis-je en appuyant sur play. La voix de Pierre remplit la pièce. Dans la vidéo, il était assis dans son bureau, tenant des documents. Si vous regardez ceci, cela signifie que vous avez découvert la farce qu'ils avaient planifiée. Isabelle, Marcel, et toi, François Moreau, qui te fait passer pour maître Fontaine. Le silence dans la pièce était assourdissant. Isabelle était blanche comme un fantôme, Marcel se leva brusquement, renversant sa chaise, et le faux avocat essaya d'éteindre la tablette, mais Auguste bloqua sa main.
Non, non, dit Auguste calmement. Je pense que tout le monde a besoin d'entendre ça. Pierre continuait, Isabelle, je sais de votre liaison avec mon oncle Marcel depuis 2 ans. J'ai des photos, des enregistrements, des relevés bancaires de toutes vos transactions. Je sais que vous avez planifié de falsifier mon testament et de déclarer mon père mentalement incapable. Sur la tablette, Pierre montrait document après document, photos d'Isabelle et Marcel dans des hôtels, emails où ils discutaient les détails du plan, conversations enregistrées où ils parlaient d'éliminer mon fils comme obstacle. Et toi, François Moreau, Pierre regardait directement la caméra, ancien avocat radié du barreau pour fraude, actuellement recherché pour falsification de documents dans 3 villes différentes. L'homme qui s'était présenté comme Maître Fontaine était maintenant visiblement désespéré, regardant vers les portes comme s'il planifiait de fuir. Isabelle tenta une dernière carte. Henri, tu ne comprends pas, Pierre était malade, paranoïaque, ces enregistrements sont faux. C'est alors que j'ai joué la 2e vidéo. C'était un enregistrement fait par la caméra cachée dans l'appartement d'Isabelle, la montrant avec Marcel planifiant chaque détail, y compris comment il m'aurait mis dans une maison de retraite pour mieux s'occuper de moi. Quand le vieux mourra, la voix de Marcel résonnait dans la pièce, nous vendrons tout. Son appartement vaut au moins 300 000 €, et il doit avoir des économies cachées. Mon frère, ma chair et mon sang, parlaient de ma mort comme d'une opportunité d'affaires. À ce moment, la porte s'ouvrit et 3 personnes entrèrent, 2 policiers et un homme élégant d'une 60aine d'années que je reconnus des photos, le vrai Maître Fontaine, qui était revenu d'Italie après avoir été contacté par son associé. Je suis le vrai Maître Fontaine, dit-il, montrant sa carte du barreau. Et je crois qu'il y a quelques arrestations à faire ici. L'imposteur essaya de courir, mais un des policiers le bloqua facilement. Isabelle s'effondra sur sa chaise, sanglotant, mais cette fois c'étaient des larmes de vrai désespoir. Marcel essaya de tout nier jusqu'à la fin. Henri, tu dois me croire, je n'ai jamais. Marcel, l'interrompis-je, regardant directement dans les yeux de l'homme qui avait été mon frère pendant 65 ans, j'ai des enregistrements de toi planifiant ma mort. Ta voix, ton visage, tes mots. Il n'y a plus rien à dire. Le vrai Maître Fontaine ouvrit son dossier et sortit le testament original de Pierre. Le vrai testament lègue tout le patrimoine au père, M. Henri Dubois, reconnaissant ses sacrifices et sa dévotion, et établit des fonds pour une fondation au nom de la défunte Camille, pour aider des familles à faible revenu à Lyon. De plus, Pierre avait laissé des instructions spécifiques, si quelque chose lui arrivait dans des circonstances suspectes, une enquête complète devait être menée. Et il y avait plus, il avait engagé un enquêteur pour investigation la mort suspecte du riche oncle d'Isabelle, et les preuves suggéraient que ce n'avait pas été une mort naturelle. Dans les mois qui suivirent, l'enquête révéla qu'Isabelle et Marcel faisaient partie d'un stratagème plus large, ciblant des personnes âgées avec des parents riches. Ils avaient hanté le même coup 3 fois auparavant, toujours en utilisant le faux avocat François Moreau. François Moreau fut condamné à 8 ans de prison pour falsification de documents, exercice illégal du droit et formation d'association de malfaiteurs. Isabelle reçut 6 ans pour fraude et tentative de détournement de fonds. Marcel, étant le chef du stratagème, fut condamné à 10 ans. L'appartement que Pierre avait acheté comme investissement fut vendu, et l'argent fut utilisé exactement comme il l'avait planifié, pour établir la fondation Camille Pierre Dubois, qui aide des familles en difficulté financière à maintenir leurs enfants à l'université. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me réveille chaque matin dans mon appartement de la Croix-Rousse, le même où j'ai élevé Pierre, mais maintenant avec la certitude que mon fils m'a protégé même après la mort. Aux murs sont accrochées des photos de nous ensemble, depuis son enfance jusqu'à nos dernières vacances ensemble en Provence. Je travaille encore au garage, pas par nécessité maintenant, mais parce que j'aime ce que je fais. Et chaque vendredi je visite la tombe de Pierre au cimetière de Loyasse, apportant des fleurs fraîches et des nouvelles de la fondation. Merci, mon fils, je chuchote toujours avant de partir. Tu m'as appris que la vraie famille ne sont pas toujours ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui se soucient vraiment de nous. Auguste est devenu plus qu'un voisin, il est comme un vrai frère, quelqu'un qui a honoré la confiance d'un jeune homme mourant et a aidé à révéler la vérité. Nous dînons ensemble chaque dimanche, partageant des souvenirs de Pierre et planifiant de nouveaux projets pour la fondation. La douleur de la perte ne partira jamais complètement,
mais maintenant elle est accompagnée de fierté. Fierté d'avoir élevé un fils qui, même en sachant qu'il était en danger, pensait d'abord à me protéger. Fierté d'avoir découvert que le vrai amour transcende même la mort. Et parfois, quand je suis seul dans le garage en réparant un moteur compliqué, je peux jurer que j'entends le rire de Pierre résonner entre les outils, me rappelant que nous avons construit ensemble quelque chose qu'aucune trahison ne pouvait détruire. L'héritage que mon fils m'a laissé n'était pas seulement de l'argent ou des propriétés. C'était la force de faire face à la vérité, le courage de se battre pour la justice, et la sagesse de reconnaître qui mérite vraiment notre confiance et notre amour. Cette histoire vous a-t-elle touché comme elle m'a touché? Si vous avez ressenti la douleur d'Henri et la ruse de Pierre, laissez immédiatement un like. Racontez dans les commentaires, avez-vous déjà découvert quelque chose de surprenant sur quelqu'un de proche? Comment cela a-t-il changé votre vie? Votre récit peut inspirer d'autres. Et si vous voulez plus d'histoires qui montrent comment la vérité triomphe toujours, abonnez-vous à la chaîne. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche.